C'est Choi Yeon-sung, le héros de notre histoire, et maintenant il se trouve dans l'endroit le plus dangereux de l'enfer. Comment est-il arrivé ici, demandez-vous? Tout a commencé comme ça se passe toujours. Un portail s'est ouvert sur la Terre et des monstres ont déferlé. La Terre avait besoin de héros. Chasseurs avec des pouvoirs surnaturels, et certaines personnes ont obtenu ces pouvoirs. Un de ces héros s'est avéré être notre gars de la salle de sport. Il était toujours un Sigma qui n'était intéressé que par l'entraînement. Même lorsque sa petite amie l'a largué parce qu'il passait tout son temps à la salle de sport, cela ne l'a pas du tout dérangé. Ses amis l'appelaient crétin à cause de cela, mais il ne se souciait pas d'eux comme il ne se souciait pas de son ex-petite amie. Lorsqu'il est devenu chasseur, une déesse est apparue devant lui dans l'un des donjons aléatoires et lui a proposé une affaire folle, qu'il a acceptée sans y réfléchir à deux fois. La seule condition était que Yeon-sung devrait s'entraîner dans une salle d'entraînement spéciale en enfer pendant des milliers d'années. Au fait, le temps ne s'écoule pas là-bas comme sur Terre. Mais tout a mal tourné. La salle d'entraînement a été détruite par une tempête magique, et notre héros est tombé dans les profondeurs de l'abîme. Sera-t-il capable de survivre et de devenir le plus fort comme il l'a toujours rêvé? Découvrons-le. Quelques semaines plus tard, la tempête le jette sur un sol inconnu où il atterrit sur ses genoux, pensant que ça avait été un premier entraînement difficile. Il se demande si c'est le prochain endroit pour son entraînement. Notre cher Choi ne sait pas que c'est un lieu vide dans l'abîme, non gouverné par aucune constellation, et la première chose qu'il y trouve est un monstre en forme de serpent qui est énorme mais qui a des écailles de pierre. Choi se demande s'il est censé attraper le serpent. Le serpent ressemble à Onyx de Pokémon, mais malgré cela, il semble être un monstre de rang A, bien au-dessus de ses propres capacités en tant que simple chasseur de rang C. Il se demande si la déesse a surestimé grossièrement ses capacités, mais bientôt il chasse cette pensée, se disant qu'elle a dû déjà y penser. Il le frappe de toutes ses forces, mais il ne bouge même pas ou ne réagit pas. Son attaque est trop faible pour lui faire mal. Choi regarde ses compagnons chasseurs discuter de la technique céleste divine, un art martial de rang D. Ils le rejettent comme trop lent et difficile car ils craignent le chemin long et frustrant pour le maîtriser. Personne ne veut relever ce défi sauf Choi, qui est intéressé par la technique céleste divine, même si les autres pensent que c'est une perte de temps. Deux chasseurs plus âgés l'avertissent que c'est une technique lente et difficile. Il repose sur une énergie intérieure, qui prend beaucoup de temps à développer. La plupart des gens choisissent des techniques plus rapides, mais Choi semble être attiré par le défi. La technique céleste divine n'avait pas de manière spécifique de gagner de l'énergie interne, mais chaque fois qu'il utilisait ses mouvements, à savoir le coup céleste, le pas céleste et le coup céleste, il absorberait l'énergie exposée, augmentant ainsi son énergie interne petit à petit. S'il pouvait simplement répéter cela sans fin, il deviendrait un maître, mais tout le monde ne peut pas le faire. Revenant au présent, Choi essaie d'attaquer Onyx. Bien qu'il n'ait initialement aucun effet, il continue pendant des années et des années. Un jour, quand il le frappe de toutes ses forces, il ressent soudain une montée de puissance. La force du coup de poing est suffisante pour briser même beaucoup des écailles de serpent dures et pierreuses, et il regarde Choi avec étonnement qui a maintenant débloqué une nouvelle compétence, une frappe interne de rang B+. C'est une grande amélioration pour sa technique céleste divine. Le système le notifie qu'il est arrivé en première classe. Cependant, cette réalisation lui laisse une pointe de doute. Il se souvient des histoires d'un autre chasseur d'arts martiaux, Xiao Wanli, un guerrier chinois de renom qui s'était élevé grâce aux arts martiaux uniquement. Xiao Wanli est connu pour sa classe zénith, qui a une force équivalente au 6e cercle de la magie. Interrogé par les journalistes sur son objectif de devenir encore plus fort, Xiao Wanli répond que son but est de devenir de rang S, un honneur jamais atteint par aucun artiste martial auparavant. Mais c'est démoralisant pour Choi qui croit qu'il lui faudrait presque 1000 ans pour atteindre un tel rang. Cependant, les larmes de joie piquent les yeux du serpent en réalisant que la formation de Choi est terminée et que les jours du serpent en tant que sac de boxe le sont également. Choi assure le serpent qu'il n'a pas l'intention de le tuer. Après tout, c'était lui qui l'avait choisi comme partenaire d'entraînement, et leurs combats lui ont été bénéfiques. Lorsque Choi se demande où il doit aller pour recommencer l'entraînement, le serpent baisse la tête, le soulevant, comme s'il lui offrait un tour. Choi est surpris mais remercie l'Onyx car il prend beaucoup trop de temps pour se déplacer à pied. Cela fait 100 ans depuis qu'il est arrivé dans cet abîme. Ses souvenirs reviennent au son qu'il a entendu à son arrivée. Un bourdonnement profond et résonnant, comme l'écho lointain d'une tempête de mana. Il se rappelle s'être demandé si la déesse elle-même le guidait.
Maintenant, alors que le serpent le transporte en avant, il réfléchit à la possibilité que sa formation ici pourrait bientôt atteindre un autre jalon. Mais bien sûr, le serpent siffle. Bien que notre idiot de Choi puisse ne pas le savoir, l'Onyx sait absolument que s'aventurer volontairement dans une tempête de mana est une idée folle. Malgré ses efforts pour faire comprendre qu'il pourrait mourir s'ils entrent, Choi est têtu, et le serpent ne parvient pas à le convaincre ou à lui répondre. Ah, quelle triste journée pour être un serpent. Ensemble, ils plongent au cœur de la tempête, l'un en liesse et l'autre en larmes. Choi et Onyx sont enfin sortis de la tempête de mana. Le serpent est toujours choqué par l'horreur de ce qu'il venait de vivre. Mais Choi est toujours sous le malentendu hystérique que la tempête était une forme de transport pour les gens dans l'abîme. Pourtant, il non seulement survit indemne, mais pense aussi que c'est bénéfique. Après avoir atteint un niveau supérieur, il a découvert que, une fois que le mana de la tempête pénètre dans le corps, il élimine la fatigue et l'entraîne en même temps. De plus, il trouve également les constellations assez étonnantes de pouvoir contrôler un tel pouvoir à leur gré. Seul la serpent de pierre comprend la gravité du malentendu de Choi. Ce que notre garçon Choi ne sait pas, c'est qu'il avait à peine réussi à tenir sa vie la première fois et que cela avait heureusement préparé son corps à ne pas être déchiqueté par la tempête actuelle. Tout à coup, Choi veut manger quelque chose, bien qu'il ne se sente pas vraiment affamé même après son jeûne de 100 ans. Onyx abaisse sa tête massive et offre des morceaux de son propre corps à Choi, simplement des fragments de roche. Eh bien sûr, ils sont tombés de son corps, donc techniquement c'est aussi de la viande. Il se demande s'il peut vraiment le manger. Onyx commence à pousser le rocher vers lui pendant que Choi se demande si c'est une vengeance pour les 100 ans. Cependant, le regard sincère sur le visage d'Onyx est évident. Choi sourit et tend le plat en arrière, disant qu'il ne peut pas manger d'Onyx, peu importe à quel point il a faim. Cette petite action déclenche étrangement une invite système indiquant qu'il a acquis une compréhension complète du grand serpent et a appris les arts martiaux de pierre. Avec la nouvelle compétence apprise, Choi était impatient de les essayer. Il se sentait assez fort pour écraser et retourner la terre et assez souple pour nager à travers l'air. Bien que la nouvelle technique soit intéressante, il n'a pas l'intention d'arrêter d'utiliser les techniques célestes divines. Chaque transcendance de lui approfondit son éveil alors qu'il attend avec impatience ce que sera le nouvel exercice d'entraînement. Poussé par ce désir, Choi se retrouve finalement devant une vaste mer. Ses eaux d'une teinte de violet artificiel. Conscient du danger qu'un tel environnement présente pour une créature de pierre, il commande à l'Onyx de rester en arrière. Choi se prépare et s'avance dans les vagues, son corps se préparant contre la marée imminente, bien que ses défenses fléchissent bientôt sous la pression implacable de la mer empoisonnée. Son énergie divine céleste se consomme rapidement, et l'épuisement complet de son énergie peut mettre sa vie en danger. Sous l'eau, il doit même affronter des créatures marines dangereuses qui ressemblent à des têtards géants. Ils sont attirés par son énergie. L'eau est empoisonnée, ce qui rend difficile la respiration, mais il voit quelque chose qui brille au loin. Peut-être que c'est ce dont il a besoin pour passer cette étape de sa formation. Sur Terre, l'attention d'Onyx est attirée par des ondulations et des bulles à la surface de l'eau, avant qu'il ne soit surpris par un énorme jet d'eau montant dans les airs. Cependant, c'est juste Choi sortant de la mer. Choi est légèrement essoufflé alors qu'il murmure, si cette chose étincelante en bas était un objectif que la déesse lui avait assigné. Il ne sait pas comment il parviendra à traverser une mer empoisonnée, mais sa confiance en sa déesse ne vacille même pas. Cet idiot décide enfin que la seule chose à faire est de renforcer sa force intérieure en utilisant les techniques divines et célestes. Ce n'est pas vraiment une solution très optimale. Cela a pris beaucoup de temps. Un temps vraiment long. Bien qu'il se sentît devenir plus fort, cela faisait déjà 200 ans pour Choi. Bien qu'il sache que le temps s'écoule différemment sur Terre, cela prend tout de même trop de temps. Dans sa lutte un jour, alors qu'il voit son ami serpent manger à nouveau des rochers, il se rappelle combien il aimerait toujours pouvoir manger comme un humain. Il n'a plus faim à cause de l'abîme, mais il se sent toujours comme s'il lui manquait quelque chose dans sa vie. Il se souvient d'avoir dit quelque chose de similaire il y a presque 200 ans. Juste à ce moment-là, il trouve une créature de la mer échouée sur la rive, apparemment morte. Une bête particulière qu'il décide de supposer être un poisson comestible. Poussé par la faim et la curiosité, il essaie de le cuisiner et de le manger. Ça ne peut pas être si terrible, n'est-ce pas? Choi avait besoin de cuisiner, mais il n'avait pas de couteau. Il a donc frappé un rocher et l'a cassé en un morceau pointu. Il était calme et concentré,
montrant à quel point il pouvait être ingénieux. Le serpent de pierre le regardait avec des yeux inquiets, se demandant ce que diable cet humain faisait. Choi a commencé à couper la créature, mais le poisson toxique faisait fondre à la fois son couteau et sa planche à découper. Il envisagea de le manger cru, mais le serpent l'avertit. Dans un accès de nervosité, le serpent a essayé de faire sortir quelque chose de sa bouche. Il s'agissait d'un cristal spécial, adamantine, qui était le trésor le plus précieux pour les monstres de type roche. Alors que Choi l'utilise sur le poisson, il se rend compte qu'ils ne font pas même après avoir touché les toxines. Voyant cela, il décide de fabriquer un ensemble d'ustensiles de cuisine pour le temps qu'il passe à s'entraîner dans l'abîme. Se remémorant les paroles de son chef de clan, qui avait autrefois souligné l'importance de trouver un passe-temps, Choi vit qu'il était utile de développer un hobby. Chasser, préparer et consommer tout ce qu'il pourrait trouver l'aiderait tout en renforçant sa résilience physique. Avec les ustensiles à sa disposition, tout ce qu'il a pu faire était une tranche de poisson cru. Choi a essayé de manger le monstre de poisson, mais c'était dégoûtant. Onyx était visiblement dégoûté, avec d'étranges sons de dégoût. Cependant, Choi n'était pas déconcerté. Il avait l'habitude de manger de la nourriture fade et ennuyeuse. Pour lui, la nourriture n'était qu'un carburant, pas quelque chose à apprécier. Il était plus concentré sur l'efficacité que sur le goût. Quand Choi a pris une bouchée du monstre poisson, c'était terrible, et du poison a commencé à se propager dans son corps. Mais l'invité système montrait qu'il utilisait sa force intérieure pour lutter contre le poison. Non seulement a-t-il survécu, mais le poison l'a en fait rendu plus fort. Il a réalisé que ces créatures pouvaient être une source de pouvoir tant qu'ils ne devenaient pas ivres. Et il pourrait même exploiter leur énergie. Se sentant plus fort, Choi regarda la mer. Il vit les créatures non plus comme des ennemis, mais comme de la nourriture. Il décida de les manger tous, utilisant leur pouvoir pour devenir encore plus forts. Il n'aurait plus peur de leur poison. Choi a passé quelques centaines d'années à explorer les profondeurs de la mer, combattant et mangeant des créatures monstrueuses. Progressivement, il est devenu humain à leur poison et a même appris à l'utiliser comme une arme. À la fin, son immunité au poison s'est transformée en une immunité au poison invincible. Maintenant, il n'était pas seulement immunisé contre le poison, mais aussi capable de l'utiliser en tirant sur le poison dans son dantian. Même sa technique céleste divine a atteint de nouveaux rangs. Même si Choi était puissant, il se demandait pourquoi la déesse ne l'avait pas encore rappelé. Il a pensé à la terre et s'est demandé si elle était toujours la même. Il savait qu'il était maintenant très fort, peut-être même le chasseur le plus fort sur terre. Mais l'abîme était sans fin, et il sentait qu'il devait continuer son entraînement. Ainsi, il était enfin temps de dire au revoir à son ami serpent de pierre. Ils avaient beaucoup vécu ensemble, mais le serpent ne pouvait pas l'accompagner dans les profondeurs les plus profondes de la mer. Il n'a pas pu suivre son rythme, mais il a pu le faire dans les parties les plus profondes de l'océan. C'était trop dangereux. Le serpent ne voulait pas partir, mais Choi savait que c'était la bonne chose à faire. Il ne pouvait pas risquer la vie de son ami. Choi a adressé un dernier adieu à son compagnon serpent de pierre et a plongé dans les profondeurs abyssales. Il était maintenant une présence qui instillait la peur dans le cœur des poissons. Alors qu'il creusait plus profondément, il découvrit enfin la source de l'énergie qu'il avait aperçue pour la première fois. Une porte brillante, un passage vers le suivant, et probablement un défi plus périlleux. Une vague d'énergie parcourut son corps alors que la divine technique céleste reconnaissait le défi à venir. Un corps formé aux arts martiaux se préparait automatiquement lorsqu'il détectait des adversaires puissants. Cependant, même si Choi n'avait pas été formé aux arts martiaux, il aurait pu ressentir que la dense intention meurtrière était dirigée vers lui. Les constellations étaient des êtres dont les pouvoirs égalaient presque ceux des dieux. Leurs attributs au sein de leur domaine dictaient essentiellement les lois de la nature là-bas. Et cela se trouve être le domaine du dominateur du sang et de la guerre. Une créature imposante et effrayante regarda Choi avec une curiosité étrange. Quand Choi a dit qu'il était humain, Choi l'a regardé avec une curiosité étrange. Lorsque Choi a dit qu'il était humain, la créature a ri, trouvant l'idée ridicule. Il savait que Choi était nouveau à cet endroit, et décida de l'éclairer. Alors qu'il parlait, il sortit une lame monstrueuse. La créature déclara qu'elle décapiterait Choi en cadeau de bienvenue, une leçon pour le nouvel arrivant. Mais Choi a mal interprété cette déclaration monstrueuse comme faisant partie d'un programme d'entraînement brutal. Dans son esprit, toute cette rencontre n'était qu'une simulation tordue conçue pour le pousser à ses limites.
Se préparant, il mobilise toute l'énergie en lui, la condensant dans son poing, transformant son ki en une force compacte et redoutable. Mais alors que la lame descend, Choi la rencontre avec sa main nue, son ki endurci entrant en collision avec l'acier tranchant comme un rasoir. Il riposte avec une résolution féroce, se lançant vers le haut, atterrissant un puissant coup de pied qui envoie la créature chancelante en arrière. Les autres monstres ont regardé avec surprise. Les humains étaient faibles ici, mais Choi était différent. Certains chuchotèrent choqués, tandis que d'autres se préparèrent au combat. Pendant ce temps, Choi reste inconscient de la réalité à laquelle il est confronté. Il pense que tout cela n'est qu'un test qu'on lui impose. Mais les monstres ont mal compris la position de Choi. Ils pensent qu'il essaie d'impressionner le Dominator pour gagner sa faveur et le méprise, le voyant comme faible et indigne. Les monstres attaquent Choi, désireux de le déchirer en morceaux. Mais Choi riposte avec férocité, ses coups de poing et coups de pied étant puissants et précis. Il se déplaçait avec grâce et rapidité, esquivant et se faufilant à travers leurs attaques. À un moment donné, les monstres ont même amené avec eux des chiens qui ressemblaient à des chiens infernaux maudits. Mais alors que Choi se bat, il réalise l'immensité de l'endroit. Les monstres continuaient d'apparaître, des vagues interminables. Il a compris qu'il ne pouvait pas gagner par la seule force brute. Cet endroit a été conçu pour l'épuiser. Le domaine du Dominator avait ses propres règles. Luttez jusqu'à ce que vous gagniez, ou que vous mouriez. Il n'y avait pas d'autre solution. Ayant du mal à gagner le moindre avantage, Choi aperçoit une structure au loin. Poussé à la fois par le désespoir et la curiosité, il se précipite vers elle, esquivant les coups et évitant les charges alors qu'il avance. Finalement, il atteint le bâtiment et donne un coup de pied puissant dans la porte, annonçant qu'il empruntera l'endroit, ne serait-ce que pour une brève pause. À l'intérieur, il rencontre un monstre apparemment occupé à la tâche banale de préparer de la soupe. Un étrange sens de normalité imprègne la pièce, un contraste marqué avec le chaos à l'extérieur. D'accord, un peu trop normal. La créature lève les yeux. Et pendant un moment, Choi envisage la possibilité que ce monstre puisse être plus bénin, ou du moins désintéressé par le combat. Il demande si la créature a quelque chose de décent à manger, mentionnant qu'il n'a pas eu de véritable repas depuis des jours. Le monstre écoute avec une civilité feinte, servant la soupe avec un léger hochement de tête. Mais alors que Choi s'approche, il lance soudainement la marmite de liquide toxique bouillant vers lui. Les vapeurs nocives se répandirent, emplissant l'air d'un venin mortel destiné à l'incapacité. Cependant, la toxine n'a aucun effet sur Choi, qui a maîtrisé l'immunité au poison. La substance mortelle ne fait que le renforcer, nourrissant ses réserves d'énergie. Il absorbe le poison aussi facilement que respirer, le convertissant en puissance brute qui circule en lui, amplifiant sa force physique. Le monstre recule, les yeux s'agrandissant alors qu'il réalise sa fatale erreur de calcul. Avant de pouvoir réagir, d'autres monstres venus de l'extérieur se sont frayés un chemin dans le bâtiment, remplissant le petit espace d'une énergie grondante et violente. Ils se ruent vers lui, indifférents au destin de leurs semblables tombés, impatients de dominer l'humain qui a osé les défier. Mais Choi est prêt. Dans un mouvement rapide, il lance les tables et les chaises à travers la pièce, créant des obstacles pour ralentir leur approche. Les meubles s'écrasent contre les monstres qui avancent, les dispersant momentanément, et Choi se positionne pour se défendre contre la prochaine vague. Choi avait été enfermé dans une bataille acharnée pendant des heures, transformant une simple chaise en une arme mortelle. Il avait maîtrisé l'art du point de chaise, un art martial unique né de la désespération et de la nécessité. Cette lutte à la vie à la mort avait éveillé en lui un nouveau niveau de conscience. Chaque sens était exacerbé, chaque mouvement calculé. Pendant ce temps, la déesse de l'équilibre est toujours inquiète pour Choi. Même Angel Atakaniel, l'un de ses serviteurs les plus diligents, parcourt des royaumes dans une recherche presque impossible de lui. Mais ce n'est pas comme s'il pouvait le trouver dans l'abîme. Après une lutte finale féroce, Choi se tient seul, victorieux de chaque monstre qui a osé le défier. Mais alors qu'il se reposait, une pensée persistait. Combien de batailles il devrait encore livrer? Ses sens, affûtés à presque la perfection après son épreuve prolongée, perçoivent quelque chose d'inhabituel émanant des profondeurs du restaurant. Il ressent une aura puissante concentrée en un seul endroit. Attiré par cela, Choi se dirige vers la source, juste pour être intercepté par une main saisissant sa jambe. Le propriétaire du restaurant, « Attendez, est-ce que ce gars n'est pas mort ?» Peu importe. Le propriétaire le supplie,
le suppliant de ne pas boire dans le précieux pot qu'il a tant travaillé pour obtenir. Le propriétaire dit que le dominateur du sang et de la guerre ne tolère pas les combats ennuyeux ou sans événement. Une telle monotonie n'est pas une vie pour des guerriers comme eux, qui seront forcés de se battre, mourir et renaître, seulement pour répéter le cycle sans fin s'ils se laissent aller à la complaisance. Ce pot était quelque chose que le propriétaire avait beaucoup souffert pour trouver, mais Choi est impassible. D'un geste vif et désinvolte, il repousse le propriétaire de côté, affirmant que, dans un combat à mort, le vainqueur remporte le prix. Avec cet acte décisif, Choi déclare à la fois la cocotte et tout le restaurant comme ses butins légitimes. Aujourd'hui marque la naissance d'une nouvelle ère au sein de ses murs. L'établissement est désormais le sien, et il déclare qu'il sera dorénavant connu sous le nom de l'auberge du démon. Pourtant, le propriétaire démoniaque original n'est pas prêt à abandonner si facilement, se traînant toujours pour l'endroit qu'il régnait autrefois. Cependant, Choi rend sa position claire. Si le démon le veut de retour, il devra se battre pour l'obtenir. Alors que Choi passe en revue son domaine, il remarque l'état étonnamment propre de la cuisine, la seule zone apparemment épargnée par les incessantes escarmouches. Mais il trouve le garde-manger peu garni, dépourvu d'outils ou d'ingrédients utilisables. Conscient qu'il devra se débrouiller, Choi se résigne à manger ce qu'il peut trouver, cru et non transformé. Choi a essayé de manger la viande pour découvrir qu'elle était empoisonnée. Au lieu de la peur, la curiosité a pris le dessus. Pourquoi un démon empoisonnerait-il sa propre nourriture? Il a trouvé un fruit étrange, et effectivement, celui-ci était aussi toxique. La frustration a augmenté. Est-ce que tout dans ce maudit restaurant était toxique? Était-ce de la nourriture régulière pour les démons? Choi active sa compétence d'immunité complète, riant du poison. Si c'est le meilleur que les démons peuvent faire, alors il en fera un festin. Et pourquoi pas? S'il est immunisé contre le poison, autant qu'il le transforme en bonus. Après tout, un peu de poison ne fait jamais de mal, n'est-ce pas? À partir de ce jour-là, Choi s'installe dans une routine qui frise le bizarre. Le jour, il combat des monstres qui pénètrent dans son auberge, testant sa force et affûtant sa technique de point de chaise. La nuit, il expérimentait avec des poisons et des ingrédients qui sembleraient inutilisables dans la cuisine conventionnelle. Et des centaines d'années passent. Un jour, l'ancien propriétaire démon revint avec son armée de monstres. Il voulait reprendre l'auberge. Il reconnaît leur persistance, mais cela n'a pas d'importance car ils ne peuvent pas le vaincre. Il les avertit en les chassant que cet endroit n'est pas juste un restaurant. C'est maintenant l'auberge du démon. Ces années de souffrance l'ont endurci, et soudain une notification système apparaît indiquant qu'il a reçu la compétence de rang A, corps et poing. Cela renforce sa compétence céleste divine et accélère la circulation de sa force intérieure. Pour un artiste martial, la technique du corps et du poing est une compétence très puissante qui rend les gens des dizaines de fois plus rapides et qui synergise le corps et l'esprit. Beaucoup de gens veulent l'apprendre, mais très peu peuvent. C'est une compétence rare et coûteuse, souvent trouvée dans des parchemins secrets. Choi l'a appris grâce à beaucoup de travail et de nombreux combats, et il ne sait pas exactement quelles étaient les exigences qu'il devait remplir pour cela. Mais ce qu'il sait, c'est que si les gens sur Terre connaissaient son talent, ils seraient très jaloux. Bien sûr, cela n'arrivera pas avant son retour sur Terre. Pendant ce temps, le monstre continue de se déverser et, à l'insu de Choi, une silhouette sombre vole à travers le ciel en direction de l'auberge. Un jour ordinaire, le sol était recouvert des corps de monstres qu'il avait vaincus. Pendant 100 ans, il avait vécu là, se battant et gagnant contre d'innombrables créatures. Aucun monstre ne pouvait le vaincre. Cet endroit était chez lui, et personne ne pouvait le lui enlever. Toute tentative de violer son campement, de l'attirer dehors ou de le provoquer se termine seulement par leur propre destruction. Les monstres étaient maintenant rassemblés autour du camp de Choi, essayant de trouver un moyen de le vaincre. Mais peu importe ce qu'ils faisaient, ils ne pouvaient pas percer ses défenses. Ils étaient frustrés et confus. Choi se sentait aussi agité. Il était fort, mais il avait l'impression qu'il pourrait être encore plus fort, mais il ne savait tout simplement pas comment. Soudain, les monstres hors du camp avaient disparu. Ils étaient partis. 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 Ils étaient partis.
Le camp de Choi a commencé à crier qu'ils avaient de la viande fraîche de bête du vide et de l'adamantium. Il se moque de lui alors qu'il crie au sujet des trésors qui se trouvent autour, essayant de le faire sortir de sa forteresse impénétrable. Choi était agacé, non pas par les monstres, raillerie, mais par leur pathétique tentative de jouer la comédie. Il est enfin sorti de son lieu de sécurité, prêt à se battre. Il savait que rester à l'intérieur ne l'aiderait pas à devenir plus fort. Il voulait se mettre au défi et atteindre son plein potentiel. Alors que Choi sort de son sanctuaire, les monstres se précipitent sur lui, mais il les élimine facilement, un par un, comme il l'a fait depuis si longtemps. Choi est forcé de battre en retraite, mais il a été forcé de le faire maintes fois auparavant. Pourtant, cette fois, il y avait un nouveau monstre dans la foule, beaucoup plus grand et ayant l'air beaucoup plus menaçant. Le monstre tire son énorme épée et la frappe violemment contre le sol avec une force qui secoue la terre. Choi, intrépide, évite habilement la lame, esquivant la frappe. Le monstre bouillonne, incapable d'accepter la perspective de la défaite aux mains de Choi. À ce moment-là, Choi se souvient des paroles de Xiao Hanli, un célèbre artiste martial et chasseur de classe, qui a un jour décrit le stade ultime des arts martiaux comme celui où la confiance en soi est absolue. Par le passé, une telle confiance lui avait échappé. Son attention avait été entièrement portée sur le développement de sa force intérieure, sur des attaques incessantes et désespérées contre ses adversaires. Son urgence, sa détermination, provenaient d'une insécurité sous-jacente qu'il n'a jamais pu nommer complètement. Mais maintenant, debout au milieu de ses ennemis vaincus, il réalise qu'il a perdu cette insécurité. Choi se sent en paix, son esprit aussi calme qu'un lac immobile. Le monde autour de lui semble lui parler, affirmant sa force. Il se déplace avec fluidité, esquivant sans peine les attaques, son corps imprégné de la force divine accordée par la technique céleste qu'il a maîtrisée. Il ne compte plus uniquement sur la force brute. Au lieu de cela, il absorbe et redirige la force de son adversaire contre lui. À travers cette prise de conscience, il atteint l'illumination, comprenant pleinement la contre-technique. C'est une vision qui le transforme. Il remercie silencieusement les démons pour leur tentative mal avisée. Outre la technique, il a aussi obtenu l'adamantium et la viande rare, après tout. Choi est retourné dans son refuge en riant des monstres. Il leur a dit qu'il ne se battrait que s'il lui apportait de la viande ou de l'adamantium. Les monstres étaient confus et en colère. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le battre dans un combat. Donc la prochaine fois qu'ils ont apporté les matériaux, ils ont essayé de l'attaquer de loin en le bombardant avec une magie puissante. Une série d'explosions a déchiré l'air, les flammes et les ombres se mêlant dans une féroce attaque contre son campement. Mais alors que la fumée se dissipe, les démons voient la silhouette de Choi se dresser indemne. Il a survécu à l'attaque et a réussi à accroître sa force. Il a pu combattre les démons, mais il n'a pas pu maintenir la durabilité de son corps à un stade en raison des attaques bloquées. Plus les démons essaient de le submerger, plus le pouvoir de Choi grandit, l'écart entre eux se creusant à chaque rencontre au fil des ans. Les monstres ont finalement réalisé qu'ils ne pouvaient pas vaincre Choi. Ils étaient fatigués et sans espoir. Choi, se sentant un peu joueur, les laissa l'attaquer un par un. Il savait qu'il allait gagner, mais il comprenait aussi leur désir de se battre. Les monstres font la queue pour le combattre, et la file d'attente est longue comme l'enfer. Les démons sont étonnamment dociles alors que Choi promet de les combattre tous tant qu'ils ne font pas de grabuge. Soupir, ses têtes de muscles. Un jour, alors qu'il réfléchit à la manière dont il s'est rapproché des démons également, il examine la carte de chasseur qui lui a été donnée par l'association il y a longtemps. La carte, enchantée de magie, affiche ses statistiques actuelles, et il s'émerveille de la transformation. Autrefois classé simplement C+, il possède désormais des capacités bien au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Son rang n'a pas changé, mais ses compétences ont évolué. Une technique céleste divine, immunité complète au poison, maîtrise du corps et du poing, contre-maîtrise totale, corps invulnérables, et la légendaire convergence des 3 fleurs. Il a atteint l'état de perfection divine, une résonance avec le monde lui-même, lui accordant une vision qui transcende toutes les autres. C'est cette compétence finale, la résonance du monde, qui l'intrigue le plus. C'est une capacité dont il n'a jamais entendu parler. Ses statistiques ont atteint des niveaux incroyablement élevés et chaque compétence qu'il possède a dépassé tout ce qu'il avait autrefois imaginé. Sa liste de compétences s'étire, chacune montrant un éclat avec un niveau de maîtrise. Mais la convergence de 3 fleurs, voilà quelque chose d'encore plus profond, plus mystique.
Cette technique, rarement vue sur Terre, était une compétence martiale dont seuls parlaient les chasseurs dans la légende. La convergence de 3 fleurs a marqué le sommet de la culture de Kai. Les chasseurs l'utilisaient lorsque leur pouvoir était affûté à une pureté absolue, lorsque la qualité de leur force intérieure était affinée à un état immaculé. Si cette pureté vacille, la compétence s'affaiblirait. Pourtant, s'il est alimenté, s'il est cultivé avec dévouement, cela pourrait élever un personnage au statut mythique. Un sommet où 3 fleurs de Kai, de vitalité et d'esprit s'épanouissent comme un seul. Choi se souvient des récits de grands artistes martiaux qui avaient atteint un tel niveau. Ces individus étaient connus pour avoir maîtrisé des techniques uniques de rang telles que la technique divine de l'aube violette ou la légendaire technique divine de Tai Chi. Atteindre ce sommet était toucher les sommets de l'habileté martiale, mais Choi n'avait jamais eu l'intention de chercher une telle perfection. Il avait erré à travers l'abîme, son temps s'étirant dans une éternité, cultivant une forme pure de force intérieure sans jamais réaliser son impact. Inconnu de lui, son corps est maintenant devenu l'incarnation d'un corps martial céleste, une silhouette idéale où son affinité pour le ki atteint des profondeurs inimaginables. Alors que cela est souvent considéré comme un don inné, une rareté parmi les rares, Choi comprend maintenant que son corps a été affiné par la seule volonté, non simplement accordée par le destin. Au loin, la déesse de l'équilibre bouillonne dans son royaume, son regard incapable de le localiser. Elle a perdu la trace de Choi dans les couches sans cesse changeantes de l'abîme, son existence lui étant cachée. Cependant, Choi reste insensible à sa frustration, son attention étant uniquement portée sur son propre chemin. Ses compétences ont évolué au-delà de la compréhension mortelle, et il a maintenant atteint ce qu'il estime être l'état de perfection. Ce niveau est né d'un entraînement incessant et de nombreuses batailles, un état qui lui permet d'observer des techniques martiales une fois et de les maîtriser instantanément. Les compétences qui ont mis des vies entières à perfectionner sont les siennes à manier en quelques instants, comme un mage invoque des sorts. Et pourtant, la résonance du monde échappe à sa compréhension. Il n'a pas de rang, pas d'origine discernable et pas de limite définie. La résonance de l'univers, comme il l'appelle, ressemble à une partie de quelque chose de plus vaste, comme s'il approchait d'un sommet de l'existence. Cette étrange capacité implique un alignement avec l'univers lui-même, une connexion qui suggère qu'il dépasse la simple humanité. Inconscient des conséquences imminentes, Choi se retrouve sur le point de devenir la première constellation humaine. Choi a fini de cuisiner la soupe et a regardé sa carte de chasseur. Bientôt, l'auberge du démon fut remplie de monstres blessés. Ils étaient stupéfaits par la puissance de la force de Choi et le respectaient. Choi leur a servi de la nourriture avec gentillesse, non comme un conquérant, mais comme un cuisinier. Cependant, il a demandé aux perdants d'essayer sa nourriture expérimentale avant de partir. Ils aiment le goût de sa cuisine mais ont juré de devenir plus forts, déterminés à lui faire face à nouveau. Pendant des années, Choi a expérimenté avec des recettes, affinant ses compétences en tant que chef régulièrement. Bien qu'un des perdants soit heureux que son plat expérimental soit réussi, un autre le recrache en disant qu'aucun cochon ne le mangerait. Évidemment, il ne peut pas réussir à chaque fois. À ce moment précis, un démon jette la nourriture par terre, se plaignant qu'il est là pour combattre et non pour manger. Mais le démon ne réalise même pas ce qui s'est passé avant que la chaleur de Choi ne se propage pour lui asséner un coup de poing de loin et anéantir complètement le haut du corps du démon, le tuant sur le coup. Le démon stupide aurait dû simplement lui dire s'il ne voulait pas de nourriture. Pourquoi a-t-il dû le jeter et gaspiller? Ainsi, le temps à l'intérieur de l'auberge du démon se poursuit avec des chamailleries ludiques et beaucoup de nourriture. Au fil du temps, il acquiert une nouvelle compétence, la cuisson à Bislograd, une capacité de rancer. Pourtant, en revanche, sa force intérieure se sent étouffée, bloquée par les limites de son état actuel. Son dantian, le noyau de son pouvoir, a atteint sa capacité maximale, l'empêchant d'augmenter sa force davantage. Réfléchissant à cela, il réalise que personne n'est plus fort que lui dans les limites de son monde. Les hauteurs autrefois infranchissables qu'il cherchait à conquérir semblent maintenant à sa portée. Mais cela crée un défi inattendu. Sans aucune référence supérieure pour le guider, il est confronté à la redoutable tâche de percer ce mur, et c'est seulement à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il n'est pas seul. Il a besoin d'un adversaire redoutable, quelqu'un qui puisse le pousser au-delà de ses limites. Mais à cet endroit, il n'a trouvé que des monstres qui le craignent ou le vénèrent comme une force invincible. Un coup résonne à travers l'auberge, interrompant ses pensées. Un démon entre et Choi le accueille, lui informant des nouvelles de viande de haute qualité apportées ce jour-là. Pourtant, quand il se retourne,
La figure monstrueuse debout sur le seuil est inconnue. Cette créature dégage un pouvoir incomparable à ceux que Choi a rencontrés auparavant, son aura rayonnant intensément, et c'est un pouvoir qui a été utilisé pour détruire le monde. Le pouvoir du monstre est intense, presque magique à l'infini. Choi savait que cette réunion serait importante. Le pouvoir de la créature était immense, même plus grand que celui de Choi. Ce serait un nouveau défi, une chance de devenir plus fort. Cet inconnu pourrait être l'adversaire qu'il a cherché. Choi propose un donburi de viande sans riz à l'étranger aujourd'hui. Choi, observant depuis derrière le comptoir, remarque immédiatement la vaste aura qui enveloppe la bête. Il est clair que cette créature n'est pas seulement puissante, mais peut-être même plus forte que lui. Alors que le monstre termine son repas, il produit de manière décontractée un énorme lingot d'adamantium, un métal précieux dont Choi n'avait entendu parler que dans les légendes. Sa seule taille est une merveille, bien plus grande que tout ce que Choi n'a jamais vu, et un instant, il est pris de court par la vue. La curiosité éveillée, Choi offre à la créature un autre bol, sentant que cet être pourrait être plus que ce qu'il avait initialement supposé. Pourtant, la créature refuse. Soudain, le démon demande à Choi s'il est humain, à quoi il répond par l'affirmative. Le démon s'incline légèrement, se présentant comme un véritable monstre. Le nom du monstre est Varigo, le premier membre de la famille du dominateur du sang et de la guerre. Avec une allure fière, Varigo annonce qu'il est un messager, chargé de propager la volonté de son maître et est venu remettre une invitation à Choi pour se joindre à leur groupe. Varigo parle de son maître avec révérence, détaillant l'importance de faire partie de la famille du Dominator, et transmettant comment cela élèverait Choi dans la hiérarchie cosmique, lui permettant d'accéder à un pouvoir et à une influence sans précédent. Varigo suppose que Choi serait honoré, voire ravi, d'accepter l'offre. Après tout, peu importe les distances ou le monde d'où l'on vient, une invitation directe d'une constellation, un être céleste d'un pouvoir presque illimité, est une rareté. Le refus, croit-il, est impensable. Pourtant, à la stupéfaction de Varigo, Choi décline la proposition avec un air de résolution calme. Ce rejet inattendu réveille une colère dangereuse chez Varigo, dont la fierté est ébranlée par un tel défi flagrant. L'air s'épaissit à mesure que sa colère se manifeste, une montée de pression inonde l'auberge et met Choi au défi. Mais Choi, intrépide, fait face à Varigo de front. Il reconnaît cette confrontation comme une opportunité tant attendue, un adversaire vraiment digne, capable de le pousser plus loin vers ses ambitions de force. Dans le silence tendu, Varigo insiste sur le fait que le potentiel de Choi est précisément ce que son maître cherche, que le dominateur du sang et de la guerre prospère grâce à des disciples qui embrassent la bataille et l'adversité. Pourtant, il ne peut pas comprendre pourquoi Choi refuserait. Choi, en réponse, mentionne un engagement antérieur, une promesse faite à une autre constellation, qu'il refuse de rompre. Varigo devient curieux et presse pour obtenir des détails, ne détectant aucune trace d'énergie de constellation autour de Choi. Choi admet qu'il n'a pas encore rejoint de famille, mais qu'il attend une place promise par une constellation ayant le pouvoir de prédire l'avenir, une qui lui a assuré que son chemin est avec elle. Varigo a ri de Choi, en l'appelant un menteur. Il expliqua que les êtres puissants revendiquent rapidement les mortels ayant du potentiel, soit par des contrats, soit en les emmenant dans leur propre monde. Varigo, qui est un homme de l'univers, est un homme de l'univers, qui est un homme de l'univers. Varigo était certain que si Choi était vraiment spécial, il aurait déjà été emmené. Il ne pouvait pas croire que Choi était encore libre. Choi a refusé de croire Varigo. Il était confiant que sa constellation avait un plan pour lui. Il a raconté à Varigo sa longue voyage et les nombreux défis auxquels il avait été confronté. Varigo était plus confus que sceptique. Il a dit que si Choi était vraiment spécial, il aurait été emmené par sa constellation il y a longtemps. De plus, s'il y avait vraiment une constellation capable de contrôler les tempêtes de mana comme l'a suggéré Choi, alors ils auraient déjà conquis l'abîme. Varigo était sûr que si Choi était vraiment spécial, il aurait déjà été emmené. Il a demandé si Choi était sûr qu'il ne s'était pas simplement retrouvé happé et transporté là par la tempête magique. Avant qu'il puisse parler davantage, Choi libère une aura féroce et en colère, fermant ainsi la bouche. Choi a commencé à douter de lui-même. Peut-être que son voyage n'était pas planifié après tout. Peut-être que c'était juste un terrible accident. Mais il n'avait jamais pris le temps de douter ne serait-ce qu'un instant au milieu de l'excitation de devenir plus fort. Il se sentait triste et larmoyant en sortant de l'auberge, se disant qu'il aurait dû poser cette question il y a longtemps.
Mais il retint ses larmes, sachant qu'une seule larme pourrait le fragiliser. Choi a pris la décision de retourner sur Terre car il avait déjà gaspillé beaucoup d'années. Mais Varigo lui barra le chemin. Le récepteur de la hache de sang, Varigo, a enfin révélé sa véritable forme. Il ne laisserait pas Choi échapper à son maître, le dominateur du sang et de la guerre. Varigo était très puissant, et il était prêt à combattre Choi. Il a dit que même si Choi mourait, le dominateur le ramènerait à la vie encore et encore. Alors qu'ils s'affrontent, Varigo remarque quelque chose d'inhabituel dans les mouvements de Choi. Malgré l'absence de toute aura magique visible, Choi se déplace avec une vitesse et une agilité qui défient la logique, presque comme s'il se déplaçait plus rapidement que l'œil ne peut suivre. Intrigué, Varigo se rend compte que cela doit être le résultat de la technique de la marche céleste, une compétence rare qui mêle la force physique avec le pouvoir divin, permettant à Choi de se déplacer de manière qui semble impossible pour un simple mortel. La vue éveille Varigo au esprit guerrier, et il intensifie ses attaques, s'appuyant sur sa technique du baptême de sang, une capacité qui contourne le besoin de mana traditionnel et puise directement dans sa vitalité et sa rage. Une pluie de liquide corrosif qui ressemble à du sang. Pourtant, la technique du corps invulnérable de Choi le protège du pire de Varigo. L'attaque, mais cela ne sera toujours pas suffisant pour tenir longtemps face à l'habileté de l'ennemi. Pendant ce temps, le démon le nargue pour qu'il finisse bientôt car son maître, le dominateur du sang et de la guerre, les attend. L'air tremble sous le poids oppressant du mana rouge sombre qui coule comme un torrent acide. Brûlant, fondant, anéantissant tout ce qui a le malheur de le rencontrer. Cette capacité est un spectacle terrifiant de Varigo. Une magie écrasante, une force qui transcende la compréhension humaine bien au-delà des capacités de tout magicien mortel. Le corps de Choi se gonfle de puissance, ses poings rayonnant d'une aura intense qui semble presque vivante, amplifiant avec chaque mouvement. Ses sens aiguisés et sa maîtrise de la technique corporelle martiale céleste lui permettent de conserver sa force intérieure avec une précision parfaite. Grâce à la convergence des trois fleurs, chacun de ses mouvements est affûté. Pour Choi, il s'agit d'un danger comme il n'en a jamais affronté. Face à Varigo, un pouvoir inimaginable, l'esprit de Choi devient immobile. Les doutes et les frustrations qui le retenaient autrefois sont désormais bien loin. Les regrets sur le temps qu'il pensait avoir gaspillé à cause de malentendus. Maintenant, il est totalement immergé dans la clarté, semblable au calme qu'il ressent au cœur de cette tempête imprégnée de mana. La vitesse devient son atout le plus vital. Il se concentre intensément sur le flux d'énergie autour de lui, lisant chaque changement. Avec sa perception accrue, il anticipe chaque goutte de pluie corrosive, de Varigo. Puissance, et les évite avec précision. L'art des déplacements fantômes le propulse au-delà du mouvement ordinaire. Il atteint un rang autrefois jugé inaccessible, une technique de rang S qui lui permet de traverser l'espace en un instant, lui permettant de se déplacer vers n'importe quel endroit qu'il imagine en un clin d'œil. Varigo est stupéfait. Dans toute son expérience, il n'a jamais vu un mortel éviter son baptême de sang, un sortilège capable d'oblitérer des légions. Pour lui, les arts martiaux avaient toujours semblé être le domaine des faibles, une pratique antique inférieure à la vaste puissance exercée par de vrais magiciens. Mais la compétence de Choi le force à reconsidérer, un respect mécontent grandissant en lui. Varigo contemple les différences entre leurs capacités, reconnaissant que les utilisateurs de magie commandent une énergie illimitée en puisant dans le mana inépuisable de leur environnement. Les artistes martiaux, en revanche, tirent leur force uniquement de leur propre corps. Pourtant, en observant Choi, Varigo réalise que les arts martiaux n'avaient pas pris naissance comme un chemin de faiblesse, mais comme un moyen de défier l'ordre naturel. Il se souvient d'un ancien conte qu'il a entendu autrefois, une légende du royaume des constellations. Il y a bien longtemps, dans un pays lointain sous la domination d'une constellation puissante, un groupe d'individus esclaves a provoqué une révolte, défiant les lois mêmes qui régissaient leur monde. L'insurrection a persisté, alimentée par une nouvelle discipline étrange qui ne reposait pas sur un pouvoir emprunté. Cette technique, cet acte de défiance, c'était les arts martiaux, une façon de puiser sa force de l'intérieur. Si Choi avait été un mage, dit Varigo, il serait déjà tombé. Son corps s'est dissous par le flot sanglant de Varigo. Baptême de sang. Mais la volonté de Choi de résister le propulse en avant, le poing levé en signe de défi. Le coup de poing de Choi atterrit sur Varigo avec toute la force qu'il peut rassembler, mais l'impact est décevamment inefficace. Varigo sourit sombrement, presque moqueur, et déclare qu'il a été béni par les pouvoirs du sang.
Son corps est submergé d'une nouvelle énergie et il balance sa hache sur la terre, provoquant des répercussions à travers le champ de bataille telle une onde de choc. L'air crépite de pression, et chaque vague magique rapproche Varigo de son apogée. En Choi, il a trouvé un adversaire à la hauteur de sa puissance maximale. Choi a combattu avec force contre Varigo, utilisant sa vitesse incroyable et sa puissance du déplacement fantôme. Mais Varigo était protégé par un puissant bouclier magique. Il sait qu'il doit atteindre un nouveau niveau de puissance pour avoir la moindre chance de victoire. Puisant dans sa force intérieure, il commence à canaliser son énergie, la rassemblant en lui-même. Cette énergie concentrée, connue sous le nom de Ki du Poing, est le produit d'une intense concentration, une manifestation de l'essence martiale de Choi. Mais le point seul n'est pas suffisant. Ses limites sont depuis longtemps évidentes. Cependant, il existe un moyen de transcender cette limite, une technique si exigeante que seul un autre artiste martial, Xiao Wanli, l'avait maîtrisée il y a des siècles, même si ce n'était que pour un bref instant. Cette technique légendaire, la méthode de fortification qui exige une réserve incomparable de force intérieure. Il compresse d'abord le Ki à une densité dépassant les limites normales, le transformant en une force presque impénétrable. La puissance brute requise pour cette technique la rend presque impraticable pour la plupart des combattants. Mais Choi a déjà atteint un niveau bien supérieur à celui de Xiao Wanli. Rassemblant chaque once de son énergie, il la canalise dans ses poings. Choi rassembla toutes ses forces, son corps brillant d'une énergie féroce. D'un pas tonitruant, il se lança sur Varigo, son poing une arme de puissance pure. L'impact a été dévastateur et le bouclier magique de Varigo s'est fissuré et s'est brisé sous la force de l'attaque de Choi. Le bouclier autrefois apparemment invincible de la magie du sang a enfin été détruit. L'impact de la fortification Ki était inimaginable. La fortification de Ki a été détruite. La fortification de Ki a été détruite. La fortification de Ki a été détruite. La bénédiction du maître de Varigo, la puissante aura qui l'a protégé à travers d'innombrables batailles, se fragmente. Pourtant, Varigo ne peut pas accepter ce qu'il voit. Cependant, Choi sait qu'il marche sur un terrain dangereux. Chacune de ces techniques épuise sa force intérieure à un rythme impitoyable. Pourtant, la bataille fait rage, sans répit et sans pardon. Une lumière brillante, éblouissante de pureté, remplit l'immense arène sombre tandis que Choi et Varigo s'affrontent. Au-dessus, des créatures monstrueuses se rassemblent pour observer, chuchotant avec émerveillement entre elles. Cela fait près de 6 mois que le conflit a commencé, et pourtant, aucun des guerriers ne se soumet. Pour le public, l'endurance de Choi est légendaire. Pourtant, Choi est loin d'être invincible. Serrant les dents, il puise dans ses réserves intérieures, déversant son Ki restant dans sa prochaine attaque, un coup céleste imprégné de son aura de poing. Le pouvoir traverse en lui, brûlant comme le feu, consommant son énergie à un rythme accéléré qui épuiserait instantanément n'importe quel guerrier ordinaire. En réponse, il active la convergence des 3 fleurs, une maîtrise qui lui permet de puiser du Ki à un rythme assez rapide pour suivre la demande de son corps. Parallèlement à cela, son corps martial céleste fonctionne de concert, ralentissant la consommation, le soutenant même lorsqu'il sent les limites de son endurance s'étirer jusqu'au maximum. Varigo regarde avec un regard assombri, son rictus inimitable alors qu'il ressent les efforts de Choi. Pour Varigo, cette lutte prolongée n'est rien de plus qu'une nuisance, un jeu qui s'éternise trop longtemps par un simple mortel. Il décide en cet instant que le moment est venu de mettre fin à cet échange futile. Il écrasera Choi, l'effacera complètement et détruira chaque étincelle de défiance qui ose se dresser contre lui. Varigo fait appel au don de son maître, invoquant un pouvoir sombre et impie qui est resté dormant en lui depuis longtemps. Les flammes surgissent autour de lui, brûlant avec une chaleur intense. Sa force se multiplie à l'infini, le transformant en un vaisseau de pure destruction. Sa figure autrefois massive se transforme, se condensant en une forme compacte et rapide qui lui confère une agilité telle qu'il n'en a jamais connue auparavant. Maintenant, avec cette force amplifiée et cette nouvelle vitesse, Varigo se déplace avec une rapidité surnaturelle, faisant des allers-retours éblouissants autour de Choi, sa silhouette formant une traînée sombre contre l'arrière-plan sombre de l'abîme. Pour Choi, la survie devient un test impossible d'endurance. La protection autrefois impénétrable du corps de Choi commence à se fissurer sous Varigo. Assaut impitoyable. Il ressent le poids familier de l'épuisement du Chi, son corps vacillant au bord du vide. Pourtant, il ne peut pas se permettre de perdre de vue car cela signifierait la mort.
Sachant que le temps et l'énergie s'échappent, Choi se retrouve confronté à une décision désespérée. Son seul choix est d'avancer, de sacrifier jusqu'à la dernière réserve si nécessaire, pour mettre fin à cette bataille de façon irrévocable. Depuis le moment où il était entré dans l'abîme, il n'avait jamais complètement vidé sa force intérieure. Ce serait pratiquement un suicide pour un humain ici. Mais sans beaucoup de choix, il utilise toute sa force intérieure restante pour donner un coup de poing. Étonnamment, cela éveille en lui une nouvelle capacité, la corde céleste, qui lui permet d'utiliser son énergie divine dans ses techniques, élevant ainsi sa puissance de combat à des sommets inégalés. Sa technique divine céleste commence à évoluer en temps réel, chaque coup pulsant désormais avec une énergie nouvelle et une précision acérée. Alors que l'aura de Choi s'étend, Varigo ressent une transformation. La pensée de ce rival mortel montant, de Choi devenant une nouvelle constellation dans l'abîme, frappe Varigo d'une horreur qu'il n'a jamais connue. Il ne peut pas le permettre. Dans le domaine de son maître, sur ce territoire qu'il a revendiqué comme le sien, l'émergence d'un challenger est une abomination. Il regarde avec une fureur croissante alors que la forme de Choi commence à s'agrandir, devenant colossale, sa présence dominante sur l'abîme comme l'aube d'un nouveau dieu impie. Les contraintes qui ont lié l'esprit de Choi se dissolvent, ne laissant derrière elle qu'un pouvoir brut et illimité. Choi n'est plus simplement un guerrier en pleine lutte pour sa survie. Il est devenu quelque chose de plus grand, de transcendant, sa force intérieure résonnant désormais avec l'immensité du cosmos. Au sein de son dantian, un univers de pulsations d'énergie, une réserve infinie de puissance attendant d'être libérée. Il a atteint un niveau qui dépasse la compréhension mortelle, atteignant un rang de force indescriptible. La technique qui renforce son ki atteint un rang S, l'élevant à un niveau de puissance auparavant inconcevable. En plus de cela, il acquiert une capacité sans égale, soumettant les forts et aidant les faibles. Le poing céleste de Choi s'abat une dernière fois, pulvérisant les derniers vestiges des défenses de Varigo. Le corps du Dominator, autrefois un vaisseau de terreur, se brise sous l'impact. L'univers, vaste et sans fin, attend son prochain commandement, son prochain pas. Choi se tient au milieu des décombres de sa bataille avec Varigo, réalisant avec une conscience de plus en plus profonde que d'innombrables constellations à travers l'univers l'observent. Les constellations, exprimant chacune leur intérêt à leur manière. Le chat de lave et de magma lui fait signe d'un geste de patte décontracté. Le cardinal de la peste et des ténèbres propose une arme, une faux. Même le taureau qui piétine le monde mugit son approbation. Pourtant, aucun ne capture l'attention de Choi autant que le dominateur du sang et de la guerre, qui le regarde avec colère. Le système notifie qu'il a remporté la bataille et a acquis du pouvoir de l'univers grâce aux effets de son titre de conquérant de soi. Varigo, malgré son propre talent impressionnant et le carnage qu'il provoque, admet sa défaite. Avec dignité, il reconnaît le potentiel de Choi. Il l'encourage à grandir au-delà de ses petites victoires, l'incitant à pousser son pouvoir si loin que même les constellations elles-mêmes le trouveraient impossible de le regarder de haut. Varigo parle avec conviction, plantant la graine d'une idée dans l'esprit de Choi, pour un jour graver son propre nom parmi les étoiles, de devenir lui-même une constellation. Choi, stupéfait par l'énormité d'une telle idée, essaie de la rejeter. Pourtant, il ne peut pas l'ignorer entièrement, car Varigo, un être d'un pouvoir immense, voit en lui quelque chose digne de telles aspirations. Alors que Varigo s'efface de la scène, promettant de se retrouver pour un autre concours, Choi ressent un mouvement intérieur, une pression inhabituelle qui se construit alors qu'il contemple les marches des constellations observatrices. Il atteint un nouveau niveau de compréhension, atteignant ce qu'il sait être un zénith, un état de pointe de l'existence dans lequel il commence à saisir la profondeur du pouvoir qui découle de la maîtrise de soi. Les constellations. Les regards pesants et intenses se posent sur lui, comme mille lances mettant à l'épreuve sa détermination. Pourtant, Choi ressent la tentation qu'ils apportent. Le chat de lave et de magma propose une rencontre, et le cardinal de la peste et des ténèbres en fait de même. Pourtant, malgré toutes leurs invitations, Choi comprend que des constellations comme celle-ci bougent rarement de leur trône. Ils doivent être prudents, car dans l'abîme, la concurrence est féroce. Si une constellation relâche son emprise sur son domaine, d'autres entités ambitieuses le saisiraient, renversant des royaumes d'un seul coup impitoyable. Choi commence à comprendre que les constellations le regardent comme il le ferait pour un match d'arène, leur intérêt similaire à celui des spectateurs d'un jeu universel. Il reste à distance, mais parfaitement conscient, attendant qu'ils trébuchent, qu'ils faiblissent, pour pouvoir se repaître des restes de sa force pour eux-mêmes. Le dominateur du sang et de la guerre révèle bientôt sa véritable intention,
plaçant une prime sur la tête de Choi. Choi fait face à un barrage incessant de monstres et de démons qui se dressent contre lui, attirés par la prime et par leur propre appétit de puissance. Il a toujours lutté pour se frayer son propre chemin, sans servir les caprices des grands êtres. Il sait que s'aligner avec une constellation ne ferait que le soumettre, le piégeant à l'intérieur de leurs liens indéfectibles. À chaque instant, il se souvient des paroles de Varigo, l'incitant à surpasser même les plus hautes puissances de l'abîme, à forger une légende qui résonnerait à travers l'éternité. Parmi la foule des constellations, chacune lui offre quelque chose en échange de son allégeance. Le cardinal de la peste et des ténèbres tente de le séduire avec la capacité de déchaîner des fléaux, un don aussi redoutable que dangereux. Mais Choi refuse, conscient des chaînes cachées dans le cadeau, déclenchant des rires des autres constellations qui se moquent de l'offre désespérée du cardinal. Le cardinal, bouillonnant de frustration, fulmine contre le rejet de Choi, une réponse qui ne fait qu'amuser davantage le reste des constellations. Le chat de lave et de magma, indifférent au rejet de Choi de la compétence de la peste, lui propose plutôt un livre, un tome de magie, riche en sorts anciens et en connaissances secrètes, le fameux livre du chat. Mais Choi, résolu dans sa voix, refuse le cadeau, déclarant qu'il ne comptera que sur les arts martiaux. Le chat, légèrement déçu mais pas totalement surpris, essaie alors une autre approche. Il lui présente un morceau d'adamantium, un métal rare, scintillant d'une lumière surnaturelle. L'offre est tentante, un matériau qui pourrait renforcer ses défenses jusqu'à une invulnérabilité presque totale. Cette fois, Choi accepte, mais seulement à ses conditions. Il utilisera le métal non pas comme un symbole de soumission, mais comme un outil pour forger son propre destin. Il n'est le sujet de personne, le projet de personne. Le chat, apparemment content mais subtilement exaspéré, lui conseille de envisager de conclure un contrat s'il souhaite obtenir encore plus de ressources. Mais la voix de Choi retentit avec défiance, rejetant l'idée de se soumettre à une entité céleste quelconque. Il n'est pas question qu'il devienne un larbin après avoir parcouru un si long chemin. Et pour le chat, ce hipster reste un hipster. Choi se retrouve à contempler une dernière fois la constellation du chat de lave et de magma. Un sentiment étrange de finalité plane dans l'air alors qu'il se prépare à partir. Il se demande où diable le chat a appris des mots comme cela. Choi rentre et arrive à l'auberge du démon, pourtant maintenant c'est méconnaissable. L'auberge est en ruine, les murs s'effondrent et les ombres sont épaisses de désolation. Au milieu des décombres de l'auberge, il cherche un morceau perdu d'adamantium, une partie de son passé qui ne détient peut-être plus le sens qu'elle avait autrefois. Il est maintenant indifférent, ignorant les provocations silencieuses des étoiles lointaines et les remarques ludiques des constellations qu'il observe. Il laisse l'auberge derrière lui, s'éloignant de tout ce qui lui était autrefois familier. Pendant ce temps, l'ange, Atacaniel, erre dans l'abîme. Les environs d'Atacaniel sont bleutés et remplis de surfaces plates semblables à des plateaux qui forment le sol ici. Une créature ressemblant à un léopard à deux têtes tourne la tête en atteignant le bord de l'abîme. Atacaniel demande s'ils ont vu Choi en leur montrant un hologramme de lui et même en leur disant qu'une constellation le recherche. Cependant, la créature n'est pas coopérative mais hostile et tente de confronter l'ange. Mais cela est inutile car le pouvoir d'Atacaniel est écrasant, son coup repousse le monstre sans effort. Le monstre est intimidé par sa puissance. En un rare moment, la voix de l'ange, résonnante et froide, interroge les autres qui l'entourent. S'ils ont vu Choi. Même ici, l'envie et les renséures de la créature sont patentes, et la créature à deux têtes qui a été battue essaie de s'excuser désespérément. Avec un soupir, l'ange part et la recherche de Choi continue. Ailleurs, un autre observateur note les événements en cours. L'observateur au sans-visage, une constellation de perception profonde, médite sur les actions de Choi de loin. Le roi démon des agneaux, intrigué par le voyage en cours, promet une récompense pour toute information sur les mouvements de Choi, ajoutant ainsi une autre couche d'intrigue à la recherche. Le maître des hallucinations tordu ricane, soupçonnant qu'un motif caché pourrait être impliqué. Les yeux d'Atacaniel sont remplis de peur, mais les yeux de Choi sont remplis de peur. Comme dans le monde mortel, les constellations ont leurs rivalités et leurs ambitions, chacune curieuse de savoir pourquoi cet ange a osé franchir ses limites, quel secret pourrait se trouver sur le chemin d'un simple serviteur. Les constellations, liées par leur territoire cosmique, errent rarement librement, limitées par les contraintes divines qui les attachent à des domaines spécifiques. Pour quelqu'un comme Atacaniel errer, chercher à travers les frontières, est un acte rarement vu. Et tout comme les mortels faisant des dons aux streamers,
les constellations peuvent aussi offrir leur pouvoir pour attirer leur intérêt. Atakaniel, réalisant les regards scrutateurs qui pesaient sur lui, active la barrière des berceaux, une compétence arcane qui le protège du regard implacable des constellations. L'observateur au sans-visage, regardant de loin, fronce les sourcils à la vue de la barrière, sa frustration apparente. Le maître des hallucinations tordu aussi rit avec dédain, amusé par la déesse. Habile dans l'orchestration d'un tel spectacle. Le roi démon des flammes sournoises, dans une offre audacieuse, promet la compétence du feu de l'enfer en échange de l'abaissement de la barrière, et du pouvoir que la lampe céleste confère au monde obscurci. Tout comme lorsqu'il a commencé à s'entraîner. Avec un dernier coup de poing, un message système prévient qu'il a choisi une vie digne de son statut alors que son pouvoir existentiel augmente. Lorsqu'il a tué Varigo et a décidé de quitter le domaine du dominateur, il avait remarqué un grand changement dans une compétence inconnue appelée résistance dans le monde. Il avait atteint le sommet de sa présence, et le monde résonnait en réponse. C'est ce qui lui a valu le titre d'avatar invaincu de l'entraînement, incarnant l'art de l'auto-perfection, repoussant toujours les limites de sa forme. Mais comment est-il censé devenir plus fort et devenir une constellation maintenant? Alors que Choi envisage son chemin, des monstres s'approchent, gardiens de ce domaine. Ils se moquent de lui, rabaissant son intrusion comme une offense à l'autorité du dominator, se moquant de lui avec des souvenirs de rencontres passées. Pourtant, en lui, la réalisation se profile que son chemin vers la constellation réside dans le perfectionnement de son essence, en approfondissant son pouvoir existentiel. Pour exister en tant que constellation, il doit incarner les idéaux qu'il recherche, sa présence grandissant jusqu'à devenir suffisamment grande. Il affronte les monstres avec un objectif renouvelé, les neutralisant avec grâce et précision, parfois ne tenant qu'une main comme si leurs attaques étaient secondaires. Au fil des ans, il s'entraîne. Sans relâche dans l'abîme, un lieu indemne de la lumière des constellations. Son pouvoir grandit, non seulement à travers sa force intérieure mais aussi grâce aux compétences nées de ses confrontations. Il acquiert de nouvelles compétences, soumet les forts et aide les faibles, et conquérant de lui-même, des titres qui incarnent sa force, sa puissance de présence grandit, il commande et influence. La compétence du conquérant de soi résonne, montrant aux autres le chemin de la maîtrise intérieure, une règle en soi. Si les constellations commençaient à suivre des contradictions, où un cardinal de la peste et des ténèbres exercerait une magie de guérison, et un dominateur du sang et de la guerre prônerait la paix, leur pouvoir s'affaiblirait, tout comme leur position céleste, car leur influence est façonnée par les idéaux qu'ils incarnent. Choi comprend cela implicitement. Pour être un vainqueur de lui-même, il doit faire face à un adversaire plus fort que lui, mais il ne doit jamais fléchir, car sa valeur en tant que vainqueur de lui-même réside dans sa résolution inébranlable. Soudain, le sol se brise, laissant apparaître une figure colossale surgissant des ténèbres. Onyx, le serpent de pierre. Choi fixe, des souvenirs remuants d'une époque où Onyx avait été un compagnon loyal. Le corps écailleux de pierre du serpent se dresse massif et imposant, un être de puissance ancestrale qui est venu le chercher une fois de plus. La vue d'Onyx ravive une étincelle de mémoire. Choi fait un pas en avant, les bras largement ouverts pour accueillir Onyx, son ancien compagnon. Mais la réponse de son ami est cryptique, perturbante. Le regard de Choi descend, prenant en compte la vue d'autres serpents regroupés autour d'Onyx. Autres bêtes de pierre semblables à lui, mais ne portant aucune de la chaleur qu'Onyx détenait autrefois. Ils semblent menaçants, leurs yeux brillants d'une menace froide et inflexible. L'alarme silencieuse d'Onyx parvient à Choi même sans mots. Les serpents de pierre se sont rassemblés dans un but précis, et il est clair qu'ils ne sont pas là en tant qu'amis, mais en tant que prédateurs. Le regard de Choi descend, prenant en compte la vue d'autres serpents, mais en tant que chasseur. Choi se rend compte qu'il est la proie. Soudain, Choi ressentit une présence terrifiante surgissant de la terre. C'était une créature si énorme et puissante qu'elle rendait tout le reste insignifiant. Choi savait que la magie de cette créature était si forte qu'elle emplissait l'air d'une énergie glaçante. Il faisait face à son plus grand défi jusqu'à présent, l'hydre, un serpent gigantesque portant 9 têtes. Choi a attiré l'attention des constellations auparavant, des êtres qui ont observé et jugé chacun de ses mouvements. Certains l'ont encouragé, admirant sa force inébranlable. Alors que d'autres cherchaient sa chute, le voyant comme un rival potentiel qui, s'il n'était pas contrôlé, pourrait perturber leur hiérarchie céleste. Parmi ses adversaires les plus implacables se trouve le Dominator of Blood and War, un être qui méprise Choi pour avoir vaincu un serviteur dans son propre domaine, une offense impardonnable aux yeux d'une constellation.
Le Dominator et d'autres êtres puissants ont vu Choi comme une menace. Ils voulaient l'empêcher de devenir trop puissant. Ainsi, Choi est allé dans l'Abysse, un endroit où des créatures puissantes vivaient en toute liberté, échappant au contrôle des constellations. Choi était un homme de pouvoir, et il était un homme de pouvoir. Choi était un homme de pouvoir, et il était un homme de pouvoir, et il était un homme de pouvoir. L'Hydre, le souverain de son propre royaume dans l'Abysse, était l'un des êtres les plus puissants là-bas. Il avait un immense pouvoir, mais il était sauvage et incontrôlable. Au sein de Choi, les compétences s'allument en réponse à la menace. Ses capacités à soumettre les forts et à renforcer les faibles surgissent à la vie, résonnant avec l'énergie de son environnement. Il sent son pouvoir grandir, attiré par le défi qui l'attend. Il reconnaît que ce combat va le mettre à l'épreuve, le pousser au-delà de ses limites, mais son esprit relève le défi. L'aura de l'avatar invaincu de l'entraînement, l'esprit de Choi se lève pour relever le défi. L'esprit de Choi relève le défi qui l'entoure, renforçant sa détermination. L'avertissement d'Onyx continue de planer dans son esprit, le mettant en garde contre le danger imminent. Cependant, l'esprit de Choi, forgé par des batailles implacables et endurci par un entraînement sans fin, le pousse en avant. L'Hydre bouillonne de rage, percevant Choi comme un profanateur de son domaine, un intrus qui osait se mêler de choses qui le dépassaient. Chacune de ces 9 têtes est animée d'une malveillance si intense qu'elle pourrait faire plier les êtres inférieurs. Le poison goutte de ses crocs, assez puissant pour les neutraliser. L'esprit de Choi, même les constellations. Sa seule respiration est une sentence de mort, capable de réduire tout en cendres. Pourtant, Choi reste intrépide, se tenant ferme contre l'aura bouillonnante de l'Hydre. Ses batailles passées dans le territoire du Dominator l'ont endurci contre une telle intention de tuer écrasante. Il a affronté des guerriers avec le même regard glacial, ressenti la soif de sang de ses adversaires griffer son esprit. L'Hydre se lance en avant, ses mâchoires claquant avec une force qui résonne à travers le sol. En un mouvement rapide, Choi tranche l'une de ses têtes, la force de son attaque laissant une traînée de puissance dans son sillage. Mais l'Hydre n'est pas si facilement vaincu. Sa tête coupée se régénère, émergeant à nouveau. L'Hydre le considère avec un respect mécontent, reconnaissant sa force mais proclamant qu'il paiera cher pour sa transgression. L'air est lourd avec l'aura venimeuse de l'Hydre, chacun de ses mouvements résonnant de la colère infinie d'un être qui a écrasé d'innombrables héros avant lui. Le poison dans l'air est puissant, un brouillard mortel. Cela tuerait la plupart des adversaires au contact. Mais Choi endure, fortifié par une immunité qui le protège de ses effets fatals. Pourtant, la présence de l'Hydre est différente de tout ce à quoi il a jamais été confronté, un déluge constant de puissance qui semble augmenter à chaque instant. La bataille prend une qualité surréaliste alors que le pouvoir existentiel de Choi enfle, résonnant avec les énergies de l'abîme, se nourrissant de la fureur de l'Hydre et amplifiant sa détermination. L'Hydre a attaqué l'esprit de Choi, essayant de briser son esprit. Il le narguait, disant qu'il était la créature la plus forte de l'abîme. Mais Choi a résisté à l'attaque mentale de l'Hydre, déterminé à rester concentré. L'Hydre se précipite à nouveau, sa tête frappant avec une fureur implacable, chacune se gonflant de poison qui obscurcit toute la zone. Cependant, lorsque l'Hydre pense avoir vaincu Choi, il saute à travers le nuage de poison indemne. Le poison de l'Hydre n'est rien face à son immunité, et bien que son corps peine sous la force des coups de l'Hydre, il endure, son pouvoir augmentant en réponse à chaque coup. Au milieu de cet affrontement brutal, Choi ressent un changement en lui-même. Son combat contre l'Hydre réveille quelque chose de plus profond. Il sent la puissance de l'Hydre faiblir, sa force autrefois écrasante diminuant alors que son propre pouvoir existentiel se renforce, consommant la force de l'Hydre et la transformant en la sienne. Choi a combattu l'Hydre, coupant ses têtes une par une. On pourrait même dire que c'était une raclée à sens unique. Mais l'Hydre continuait à se régénérer, devenant plus forte à chaque attaque. Choi a réalisé qu'il avait besoin d'une nouvelle stratégie. Il ne pouvait pas se contenter de continuer à se battre de la même manière. Il devait trouver un moyen d'arrêter la régénération de l'Hydre. L'Hydre expire un souffle toxique dans l'air, un nuage de fumée nocive tournoyant autour d'elle. Choi ressent la chaleur et la létalité des vapeurs même avec sa compétence corporelle invulnérable. Bien qu'il ait confiance en cette compétence pour le protéger, il en connaît les limites. La respiration de l'Hydre dépasse les simples dommages physiques. Il est imprégné de magie noire, une énergie volatile similaire à celle de Varigo, une puissante entité magique. Pourtant, Choi sait que cette créature transcende même Varigo,
et ses défenses habituelles pourraient ne pas tenir s'il est pris dans toute la puissance de son poison. Inébranlable, Choi active la danse céleste, une compétence avancée qui améliore sa vitesse. Il se déplace habilement entre les rafales de poison. Il se pousse plus fort, cherchant une rapidité insaisissable qui pourrait lui donner l'avantage nécessaire pour exploiter toute ouverture brève dans l'assaut de l'hydre. Alors qu'il s'efforce d'atteindre une vitesse encore plus grande, il remarque quelque chose d'étrange. La fréquence et le rythme des respirations de l'hydre ralentissent. Il semble que le temps se plie à la volonté de Choi, lui permettant d'anticiper et d'éviter les nuages de poison avec une précision saisissante. Ce phénomène ne peut être expliqué par les arts martiaux de Choi seul, ni par aucun de ses talents magiques. Son agilité retrouvée défie la raison, dépassant ses limites précédentes. Il réalise soudain qu'il a puisé dans un pouvoir existentiel, une force au-delà des capacités physiques ou des compétences acquises. C'est une manifestation de son être profond, lui permettant de modifier la réalité, de faire plier le temps même et de fluctuer selon ses désirs. Avec chaque mouvement, chaque coup, ce pouvoir coule à travers lui, alignant le monde à sa volonté. Poussé par cet éveil, Choi se lance vers l'hydre, tranchant ses têtes avec précision et décision. L'hydre se régénère, ses têtes réapparaissant, plus furieuses et tenaces à chaque résurgence. Choi comprend maintenant que ce pouvoir existentiel est ce qui confère aux constellations leur domination sur l'abîme. Ces êtres, anciens et transcendants, utilisent cette même force pour sculpter des royaumes dans le chaos de l'abîme, accordant bénédiction et pouvoir à ceux qu'ils choisissent. C'est un pouvoir enraciné au cœur de l'existence d'une personne, lié uniquement à la volonté et à la force du détenteur. Avec assez de force existentielle, une constellation peut remodeler la réalité elle-même, tout comme le fait Choi maintenant en combat. Il canalise chaque once de ce pouvoir dans ses attaques, dépassant ses limites pour correspondre et dépasser la régénération implacable de l'hydre. Pourtant, l'âme de l'hydre est redoutable, une présence énorme soutenue par une volonté indomptable. Le pouvoir existentiel de Choi peut altérer la réalité, mais il ne peut pas encore plier la volonté de l'hydre à la soumission. La haine de la créature est palpable, sa fureur ne faisant qu'intensifier alors qu'elle regarde ses têtes être coupées une fois de plus. Il grogne, jurant vengeance à chaque régénération. Cependant, Choi n'a aucun désir de contrôler l'hydre. Au lieu de cela, il tourne son pouvoir existentiel vers l'intérieur, le concentrant sur lui-même. Son ki fortifié, imprégné de cette énergie existentielle, transforme son arme en une lame capable de percer les écailles de l'hydre, frappant suffisamment profond pour stopper sa capacité de guérison. Il se force à rester calme, un élément critique de son entraînement. Dans cette bataille, perdre le focus pourrait être fatal. Résolument, il coupe plus profondément dans la chair de l'hydre, exploitant son nouveau pouvoir pour cibler la racine de ses capacités régénératives. Pour la première fois, il remarque que les blessures de l'hydre ne guérissent pas aussi rapidement. Ses attaques ont trouvé une vulnérabilité au sein de son corps en apparence invincible. L'hydre réalise aussi cela, la douleur et l'horreur de sa situation étant évidentes dans ses yeux frénétiques. Il rugit, recule, et tente désespérément de s'enfuir, sa régénération autrefois imparable ralentissant presque à l'arrêt. Ces 9 têtes se disputent entre elles. Certaines têtes insistent pour ne pas reculer, refusant de subir l'humiliation de la retraite. Pourtant, d'autres, ressentant la gravité de la nouvelle force de Choi, soutiennent que la survie doit passer en premier. Jamais dans leurs innombrables années d'existence, l'hydre n'avait affronté un adversaire aussi implacable. La fierté entre en conflit avec l'instinct de préservation de soi, mais les instincts de la créature la poussent vers la survie, sachant qu'une erreur contre Choi pourrait signifier sa fin. Choi saisit ce moment. Son pied, frappant avec une férocité renouvelée. Un par un, les têtes tombent, tranchées avec une telle précision et une telle force qu'elles ne peuvent pas se régénérer. Son pouvoir existentiel monte en puissance en réponse à sa réalisation, comme s'il résonnait avec l'univers lui-même. Onyx, son compagnon, et d'autres témoins de cette bataille restent silencieux, bouche bée. Le sang, imprégné d'une fraction de l'essence propre de l'hydre, coule dans Choi, fusionnant avec sa propre force vitale et lui octroyant une compétence accrue en régénération immortelle. Choi se tient au milieu du chaos de l'hydre, et, par conséquent, la force vitale de l'hydre est détruite. Choi a été témoin des restes d'une bataille, son regard fixé sur l'hydre abattu devant lui. Il se souvient d'une époque où il ricanait de telles capacités de régénération et les rejetait comme superflues pour un artiste martial. Pourtant, le voici debout, ses cartes de chasseur remplies de toutes sortes de compétences extraordinaires, preuve de jusqu'où il a dépassé sa vie passée de chasseur.
Ces cartes signifient désormais peu. Il a dépassé la vie d'un mortel, poursuivant plutôt le chemin d'une constellation, une entité de légende et de mystère. À proximité, le serpent de pierre Onyx et sa famille l'appellent, mais Onyx semble hésitant, comme s'il n'était pas sûr de ce qu'il est devenu. Cela fait des milliers d'années depuis leur dernière rencontre. Choi observe Onyx avec un étonnement égal, remarquant les changements subtils mais indéniables. Onyx, lui aussi, a grandi, entouré désormais par les siens. Choi sourit, ressentant à la fois de la fierté et une étrange nostalgie. Il remarque le cadavre de l'hydre, un trésor sans prix, et il demande si Onyx aimerait en avoir une partie, viande, cuir, os, tout ce qui pourrait être utile. Onyx hésite, préoccupé par le corps toxique de l'hydre. L'air autour du cadavre est épais de fumée toxique, ce qui rend même s'en approcher une tâche périlleuse. Mais Choi, sans se laisser décourager, commence à découper la chair de l'hydre, segment par segment, insensible au danger. Onyx, avec un frisson de respect et de malaise, demande au jeune serpent de détourner les yeux de la vue macabre. Le spectacle les laisse sans voix. Choi taille à travers l'hydre avec une grande précision. Une fois Choi a fini, il se rend compte que le corps de l'hydre est beaucoup trop grand pour être transporté. Il décide donc de consommer autant que possible ici. Voyant sa situation, Onyx avance et tend un collier à Choi, un artefact imprégné d'un pouvoir unique. Comme le système le signale, c'est une poche dimensionnelle inestimable. Cet artefact, un cadeau d'Onyx et de sa famille pour les avoir sauvés, a la capacité de contenir le corps massif de l'hydre. Reconnaissant, Choi l'accepte, étonné à l'idée du nombre de trésors qu'il peut désormais transporter à l'intérieur. Il commence à remplir la poche avec les os rares de l'hydre, le cuir buste et les minéraux puissants, comprenant leur potentiel pour la fabrication d'objets légendaires. Son esprit est en ébullition avec des possibilités. Il pourrait forger des armes ou des armures d'une durabilité inégalée avec les matériaux de l'hydre, et peut-être même créer des ustensiles de cuisine pour aider sa passion pour la cuisine. Il se souvient d'un morceau d'adamantium qu'il avait précédemment recueilli, un métal d'une dureté inégalée. Associé à l'oricalque que lui offre Onyx, un métal tout aussi rare dégageant une magie pure, Choi envisage de créer des ustensiles spécialisés. Onyx possède un ensemble de couteaux en oricalque. La pensée d'utiliser de tels outils divins l'enthousiasme. Choi ressentit un changement en lui-même. Il pouvait maintenant comprendre le langage de l'univers, sentant le pouvoir circuler autour de lui. Il a réalisé que sa force venait non seulement de son propre pouvoir, mais aussi du pouvoir de l'univers lui-même. Avec chaque adepte qu'il gagnait, son pouvoir devenait plus fort. Il se sentait invincible, un dieu parmi les mortels. Onyx regarde Choi et tente d'expliquer à ses enfants sceptiques que même si Choi semble un peu fou, il est une bonne personne. Onyx dit, pendant ce temps, Choi se rend compte qu'il reste encore beaucoup de viande d'hydre, trop pour tenir dans la capacité limitée de sa poche. Plutôt que de le laisser derrière, Choi décide de cuisiner et de le consommer ici. Il se souvient de ses années passées à gérer l'auberge du démon, où sa compétence culinaire avait atteint un niveau exalté, et il accepte avec enthousiasme le défi de préparer la viande de l'hydre. Gérer l'hydre n'est pas une tâche ordinaire. Cette créature a refusé le chemin d'une constellation, une entité ancienne prospérant dans l'abîme, et son corps contient autant de venin que de puissance. Non traité, il empoisonnerait quiconque osait le consommer. Pourtant, Choi savoure le défi, nettoyant habilement la viande de ses toxines et la tranchant soigneusement avec ses outils en oricalque improvisés. Choi a offert de la viande à Onyx, le serpent de pierre. Onyx était hésitant au début, mais Choi l'a encouragé à essayer. Onyx était émerveillé par le goût de la viande. C'était délicieux et plein d'énergie. Les autres serpents ont également goûté la viande et l'ont adoré. Ils étaient surpris que ce ne soit pas toxique. Ils ont réalisé que Choi était un maître de la nourriture et un guerrier puissant. Choi était heureux de voir les serpents apprécier la nourriture. Il ne nuirait jamais à ses amis. Les serpents étaient reconnaissants envers Choi. Ils le voyaient comme un héros et un chef. Ils lui étaient fidèles. Choi a ressenti une montée de puissance, une connexion à l'univers. En cet instant, Choi comprend pourquoi les constellations convoitent si ardemment des adeptes. Chaque adepte renforce son pouvoir existentiel, tissant leur force à la sienne. La dévotion du serpent renforce sa détermination et affine sa compréhension des dynamiques de pouvoir de l'univers. Il réalise pourquoi tant de constellations se concentrent sur le pouvoir de la Terre. La planète, avec ses milliards d'âmes, représente un réservoir sans limite de foi et de puissance existentielle.
Toute constellation qui pourrait revendiquer la Terre exercerait suffisamment d'influence pour faire basculer les marées de l'abîme lui-même. Avec cette prise de conscience, Choi ressent une urgence monter en lui. Il sait qu'il doit trouver un moyen de revenir sur Terre avant que la prophétie des déesses ne se réalise. Dans un espace calme et faiblement éclairé, Choi est assis seul, réfléchissant à son parcours et au chemin qui se profile devant lui. Sa solitude est bientôt interrompue lorsqu'Onyx, son compagnon serpent de pierre, apparaît devant lui. Observant de près Onyx, Choi remarque une vue inhabituelle, le corps normalement mince et musclé du serpent semble avoir enflé. Un éclair d'inquiétude traverse son esprit alors qu'il se demande si Onyx a consommé quelque chose de nocif. Il se souvient des avertissements courants concernant les aliments mortels pour les animaux, comme le chocolat pour les chiens ou les oignons verts pour les chats. La pensée persiste. La viande de Hydra pourrait-elle avoir un effet néfaste sur des créatures comme Onyx ? Il médite sur le fait qu'Onyx a toujours dévoré tout ce qui lui était offert avec enthousiasme, mais que certains aliments pourraient encore dépasser sa capacité à digérer en toute sécurité. Cependant, Onyx rejette ses inquiétudes avec une confiance inébranlable, affirmant qu'aucune substance ne peut vraiment lui nuire. Pour Onyx, toutes choses sont comestibles, chaque goût apportant une expérience ou un bénéfice unique. Choi admire la résilience de son compagnon, mais reconnaît que son propre voyage ne peut être retardé ici. Son objectif de devenir une constellation, un être de renom céleste, n'est pas quelque chose qu'il peut se permettre de compromettre. Ce sentiment de dessein, de cohérence en lui, il sait que c'est ce que la déesse a reconnu quand elle l'a d'abord choisi. Alors qu'ils avancent, Onyx guide Choi vers un autre royaume, l'air imprégné de vagues subtiles et magiques, une pulsation étrange d'énergie les entourant. Onyx, dans un rare moment de prudence, commence à graver des symboles sur le sol. Les formes révèlent progressivement le contour d'une créature, celle qui évoque des souvenirs des démons rencontrés par Choi. Onyx essaie de transmettre un avertissement, bien que son langage fragmenté et instinctif rende difficile la compréhension pour Choi. La créature qu'Onyx représente semble dangereuse. Surtout, son visage est un avertissement qu'il ne faut pas sous-estimer. L'expérience de Choi dans sa lutte contre les démons l'a laissé fatigué du surnaturel, et il se demande quelle nouvelle monstruosité pourrait l'attendre ici. Il en a assez des démons, ayant combattu d'innombrables batailles dans des royaumes tachés de sang auparavant, mais s'il y a effectivement un autre ennemi qui rôde, il se promet d'être prêt. D'un bond, il traverse le portail et atterrit sur un sol plat. La compétence qu'il appelle, soumettre les forts et aider les faibles, semble gagner de nouvelles couches. Affûtant ses sens alors qu'il ressent le défi qui se présente devant lui. Avec son pouvoir accru, Choi ressent un sentiment d'excitation. Les serviteurs de la constellation s'approchent de lui, curieux et respectueux. Ils le reconnaissent comme l'avatar invaincu de l'entraînement, lui rendant hommage à la fois sérieusement et avec prudence. Ils l'attendaient, un visiteur exalté qui pourrait un jour atteindre le statut de constellationné. Choi ressent une lueur de fierté, mais il est conscient des dangers latents qui sous-tendent une telle attention. Les serviteurs parlent du désir de leur maître de le rencontrer, de leur tonalité et de leur pouvoir. Ils n'ont pas peur de lui, mais ils ont peur de lui. Un serviteur, un incube cauchemardesque, tente de jeter un enchantement, tissant un sort qui prendrait normalement au piège des êtres plus faibles. Choi sent le sort tenter de pénétrer ses défenses, mais la technique divine qu'il a perfectionnée le protège. Il sent que les serviteurs ne sont pas malveillants. Il manque simplement de contrôle sur leur pouvoir. L'incube reconnaît la résilience de Choi, s'humilie en l'appelant une grande constellation. Pendant un moment, il se laisse attendrir par leurs gentilles paroles. Une telle gentillesse, rare dans l'abîme, le réchauffe d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Mais il reste prudent et demande à la servante si elle a déjà entendu parler de la Terre. Elle semble surprise, mentionnant qu'elle n'a entendu que des rumeurs selon lesquelles il s'agirait d'un royaume regorgeant d'innombrables âmes, un trésor de puissance si une constellation pouvait le contrôler. Choi rejette son hypothèse selon laquelle il cherche à dominer la Terre. Il n'a aucune intention d'asservir son foyer. Il ne désire que le protéger, une motivation qui, ici dans ce royaume, semble dangereusement idéaliste. Alors qu'il progresse plus en profondeur dans le territoire, Choi remarque un changement chez les serviteurs. Comportement malgré leur nature cauchemardesque, ils sont innocents et sincères dans leur admiration. Ils ne sont pas fondamentalement mauvais. Soudain, il y eut un tumulte. Une créature criait, désespérée de pouvoir. Les autres serviteurs essayaient de le calmer, l'avertissant des conséquences de ses actes. Choi était intéressé.
Il a vu un peu de lui-même dans la créature, sa faim insatiable de pouvoir. Choi était curieux du problème de la créature. Son compagnon expliqua que les cauchemars avaient besoin de se nourrir des désirs des autres pour survivre. Choi était curieux du problème de la créature. Son compagnon a expliqué que les cauchemars avaient besoin de se nourrir des désirs des autres pour survivre. Choi, qui ne se souciait que de l'entraînement, ne comprenait pas. Son désir était simple et pur, contrairement au désir complexe du cauchemar. Le cauchemar désirait également consommer le désir unique de Choi, mais lui a assuré qu'elle pouvait se contrôler. Enfin, ils atteignent une porte imposante, ornée de symboles anciens et rayonnant d'une énergie redoutable. La servante s'arrête, sa voix tremblant légèrement alors qu'elle admet qu'elle n'a pas l'autorité pour aller au-delà de ce point. Mais Choi décide de l'emmener avec lui, sentant que sa présence pourrait lui offrir un avantage subtil s'il se trouvait face à l'inconnu à l'intérieur. Elle est visiblement émue, sa gratitude palpable alors qu'ils franchissent le seuil ensemble. C'est la première fois que quelqu'un a proposé de l'inclure dans quelque chose de plus grand. Cependant, alors qu'ils entrent dans la pièce, Choi est ébloui par la lumière rose et jaunâtre qui en émane. Cependant, le serviteur qui l'a guidé ici est étendu par terre, profondément endormi. Ce qui l'accueille est une jeune fille qui n'est autre que la constellation des rêves et de Cupide elle-même. Sa voix éthérée parle doucement mais clairement. La voix avoue un désir de longue date de enfin le rencontrer. Confus, Choi réfute cela, en affirmant qu'il n'est pas une constellation, pas encore. Il se sent loin d'une telle position. Alors qu'il parle, elle s'approche, apparemment innocente, mais avec une expression suffisamment avisée pour démentir son apparence juvénile. Derrière elle, le serviteur qui l'avait accompagné dans la salle creuse gît inconscient, un rappel brutal des dangers qui se cachent dans ce royaume surréaliste. La fille insiste sur le fait que dès qu'un chemin est choisi, même le moindre pas vers le fait de devenir une constellation suffit à en marquer un en tant que tel. Elle explique que ce n'est pas le titre lui-même, mais le simple fait d'emprunter ce chemin qui définit quelqu'un en tant que constellation. Choi, retournant cela dans sa tête, est frappé par son insight. La fille remarque que les actions entreprises le long du chemin de la constellation sont, par nature, celles d'une constellation. Pour valider davantage son point, elle lui dit qu'il peut utiliser le pouvoir existentiel tout comme d'autres constellations. Choi se demande si elle est, en fait, la maître des cauchemars, un être dont l'aura est plus perturbante que ce que son apparence innocente laisse penser. Alors que Choi rejoue ses pas jusqu'à son arrivée dans la pièce creuse, son esprit lutte avec des pensées et des sensations qui semblent résonner à travers le temps et l'espace. Il se souvient d'être couché dans une vaste étendue blanche, où la tension et la temporalité pesaient sur lui. C'est ici qu'il avait affiné ses techniques célestes, atteignant le sommet de son habileté martiale. Pourtant, il ne peut se débarrasser de la question qui le hante maintenant. Il ne peut pas se débarrasser de la question qui le hante maintenant. Veut-il vraiment devenir une constellation, ou devrait-il simplement embrasser la paix qu'il a acquise grâce à l'illumination? Ses pensées deviennent plus intenses, tourbillonnant avec des désirs et des ambitions qui l'incitent à se plonger dans un avenir qui semble à portée de main. Il réalise qu'il se trouve dans un territoire gouverné par les rêves et l'avidité, un endroit où les aspirations se concrétisent en des visions alléchantes. La constellation des rêves et de l'avidité explique que quiconque entre dans la pièce creuse est submergé par une satisfaction écrasante à satisfaire ses désirs jusqu'à atteindre un calme qui semble impossible à résister. Mais une telle paix n'est accessible qu'aux constellations. Pour les mortels ou ceux qui ne font que commencer leur voyage cosmique, céder à ces tentations est presque inévitable. La fille, la maîtresse des cauchemars, l'observe attentivement et lui dit qu'il n'a pas encore pleinement éveillé à son potentiel. Cette révélation choque Choi. Avec curiosité, il demande si elle a un agenda en tête. Elle propose une alliance, une notion qui le laisse perplexe. Il n'aurait jamais imaginé une telle invitation. Les constellations, dans sa compréhension, sont des créatures liées par leur propre nature égoïste, des entités qui transcendent les préoccupations mortelles et gardent leurs intérêts proches. La fille reconnaît la vérité de son point de vue. Les constellations sont égoïstes, mais elles sont également liées par des choix dont elles ne peuvent pas facilement s'échapper. Elle explique que l'égoïsme, paradoxalement, peut parfois favoriser des alliances. Ces alliances ne sont pas nées de la camaraderie, mais plutôt de l'avantage mutuel. Choi commence à comprendre sa logique. De telles alliances fournissent à la constellation une mesure de sécurité, un bouclier contre les luttes de pouvoir cosmiques implacables. Elle développe, expliquant que les constellations sont souvent mal comprises par les mortels qui les idéalisent comme des dieux. En réalité,
la vie d'une constellation est pleine de dangers. Une constellation naissante révèle sa présence, même légèrement, et des constellations plus anciennes et plus puissantes peuvent frapper immédiatement. Dans un royaume où les forts prospèrent aux dépens des faibles, les alliances deviennent une stratégie vitale pour la survie. Pas chaque constellation, explique-t-elle, adhère à cette cruelle philosophie de la survie du plus fort. Beaucoup cherchent à éviter la ruine provoquée par les êtres avides de pouvoir qui ne se préoccupent que de domination. Dans les ombres projetées par cette lutte de pouvoir, il reste une place pour des désirs à la fois subtils et grandioses, pour des rêves qui possèdent de la profondeur. Le maître des cauchemars a besoin de la nourriture de ses désirs pour alimenter son existence. Elle ne peut pas s'épanouir avec des désirs simples nés de la peur ou du désir de choses perdues. Au lieu de cela, elle a besoin de désirs inspirés par le monde en évolution. Désirs qui provoquent l'exploration, la découverte et l'aventure. Elle ne peut pas vivre sans eux. Elle ne peut pas vivre sans eux. Elle ne peut pas vivre sans eux. Ce besoin, elle l'admet, la lie dans les limites de son royaume. Comme toutes les constellations, elle est restreinte, incapable de s'aventurer au-delà de son domaine sans risquer le lent épuisement de sa force existentielle. Elle explique à Choi que l'existence d'une constellation est de nature parasitaire, pas aussi glamour que les mortels pourraient l'imaginer. Bien qu'elle semble enfantine, ses besoins et ses limitations sont ceux d'un être ancien, un rappel de la dépendance des constellations aux désirs qui traversent leur territoire. Alors que Choi écoute, il reconnaît sa vulnérabilité. Il lui semble qu'elle a beaucoup partagé avec lui, presque imprudemment, exposant la fragilité au cœur de son existence. Conscient de sa faiblesse, il se demande si elle n'a pas peur qu'il puisse exploiter cette connaissance. Sa réponse est calme, mais sûre d'elle. Elle a choisi de s'approcher de lui précisément en raison de ce qu'elle perçoit en lui, une constellation dont les désirs manquent de la soif de conquête. Elle peut sentir ses aspirations, son intense mais pur désir d'amélioration, de maîtrise de son métier. Elle connaît son régime d'entraînement quotidien, sa recherche incessante de techniques célestes, non pour le pouvoir, mais pour la satisfaction de repousser ses limites. Le maître des cauchemars voit en lui un puissant fin de détermination, qui ne représente aucune menace directe pour elle ou son royaume. Contrairement à d'autres, il ne recherche pas la domination mais la perfection dans son art martial, une motivation qui pourrait le soutenir sans basculer dans une ambition égoïste. Elle perçoit aussi sa passion particulière pour la cuisine, une fixation inhabituelle pour une constellation, mais qui incarne sa dévotion pour le talent et la créativité. Cette réalisation convainc partiellement Choi qu'elle est authentique, bien que des questions persistent dans son esprit. Alors qu'il réfléchit, Choi exprime une inquiétude concernant les responsabilités que cette alliance pourrait lui imposer. Il a d'autres préoccupations, et il se demande s'il pourrait réellement lui être utile. La fille, imperturbable, rit, amusée par la sollicitude de sa question. Peu de constellations, remarque-t-elle, songeraient même aux obligations avant de considérer les avantages. Elle lui assure que sauf en cas d'attaque directe, il serait libre de toute responsabilité. Les constellations, après tout, agissent rarement à moins que cela ne leur profite, et elle ne voit pas la nécessité de le charger d'obligations inutiles. Après une pause, Choi accepte l'alliance, sentant que cela pourrait être un chemin pour le rapprocher de ses propres objectifs et peut-être même de retour sur Terre. Cet arrangement lui offre une apparence de communauté, même si basée sur un intérêt personnel stratégique plutôt que sur une véritable camaraderie. Il se voit accorder une compétence associée à l'alliance des constellations mineures, un don qui le lie par loyauté mais lui accorde également du pouvoir. Une constellation qu'il comprend doit respecter sa parole, une promesse brisée érode la force existentielle. La fille lui tend une tablette, inscrite avec les termes de leur alliance. Écrit verticalement, sa forme étrange mais profonde. Les implications de l'alliance, les subtilités et les dangers, pèsent sur son esprit. Après une longue période sans interaction significative, Choi se retrouve à remettre en question ses décisions, conscient que ce pas pourrait être l'un parmi tant d'autres sur un chemin semé de conséquences imprévues. Alors qu'il médite sur l'alliance, une créature familière apparaît, le chat de lave et de magma. Le chat le regarde d'un air à la fois accueillant et